Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission ce soir, le Touche-à-tout, j'ai un seul invité. Vous allez voir que même, je pense qu'on n'aura peut-être pas assez d'une demi-heure, mais on va essayer de se contenter de notre demi-heure. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un auteur de polar du Québec qui prend de plus en plus une place importante. Il y a plusieurs d'entre vous qui allez le reconnaître puisqu'il a enseigné au département de français au cégep de Thetford pendant de nombreuses années. Je ne vais pas le vieillir pendant 32 ans. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés André Jacques. Alors, bienvenue André. Bonjour Pierre. André, tu viens de nous pondre, de nous sortir le 5e volume de, je ne sais pas si on peut dire d'une série. Oui, d'une série. Oui. Alors, qui s'intitule La bataille de Pavie, oui. Une enquête d'Alexandre Jobin. Donc ça, c'est ton 5e volume avec le major, oui, le lieutenant... Alexandre Jobin. Oui, Alexandre Jobin. Qui, par sa formation, a d'abord été un officier des services de renseignement de l'armée canadienne et qui, à sa sortie de l'armée, dans des circonstances quand même assez tragiques, la mort de son épouse, oui. est devenu antiquaire, parce qu'il s'est plus ou moins fait léguer une boutique d'antiquaire. Et c'est toujours de cette boutique-là que partent les intrigues, dans le fond, de mes romans. C'est un peu le lieu qui déclenche l'action. Oui, effectivement. Je vais nommer les 4 premiers volumes qui sont parus. Il y a, commençant Les Lions rampants, oui, ensuite La Commanderie, La tendresse du serpent, oui. Et le dernier, ou l'avant-dernier, de Pierre et de sang. Ouais. Et on retrouve avec plaisir le même major, quand on parle d'Alexandre Jobin. Un personnage récurrent. Et effectivement, toutes les aventures partent de sa boutique d'antiquaire. Oui. Bien, au départ, moi, une boutique d'antiquaire, j'ai toujours trouvé que c'est un lieu mystérieux qui contient des objets fascinants et où on fait des transactions plus ou moins légales, mais c'est vraiment un lieu où il y a les objets qui ont une grande valeur et qui peuvent déclencher quelque chose. Et c'est vraiment pour ça que j'avais choisi de faire d'Alexandre Jobin un antiquaire. Mais je me disais, un antiquaire, c'est vieux jeu un peu, tu sais, on voit ça un peu courbé, un peu poussiéreux. Alors, je lui ai donné le passé militaire qui, là, faisait qu'il pouvait utiliser des armes, il connaissait les explosifs, etc. Et c'était un homme d'action. Qu'il est poussiéreux. Pas tout à fait, pas non. Tout à fait. La bataille de Pavie, j'ai appris, parce que ce livre-là, c'est un livre d'aventure, c'est un polar, mais il y a beaucoup de références à l'art. Oui. Et j'ai appris, avec plaisir, que la bataille de Pavie était le titre d'une tapisserie flamande du 16e siècle. Oui. Et moi, j'ai toujours... Là, je disais la bataille de Pavie. Pour moi, Pavie, c'est un nom de ville ou de lieu, oui. Alors que toi, ici, ça peut faire référence à un personnage. Oui. Qu'on apprend à découvrir dans ce volume-là. La bataille de Pavie est une bataille qui a réellement eu lieu en 1525, je crois, en Italie. Et suite à ça, il y a eu des tapisseries qui ont été faites, un peu pour chanter la gloire des vainqueurs, qui à ce moment-là, c'était Charles Quint qui avait gagné. François Ier avait été même fait prisonnier à cette bataille qui avait été désastreuse pour les Français. Donc, j'étais resté avec ça. Et dans un précédent roman où Pavie, la fille, apparaît, j'avais expliqué que sa mère, Linda Parenteau, lui avait donné ce nom-là parce que, voyant un livre d'art d'un de ses clients, etc., elle avait vu une tapisserie qui s'appelait La bataille de Pavie et elle avait pensé que c'était la bataille d'une fille qui s'appelait Pavie. Et elle disait, ça va être une battante, etc., Donc, elle a donné à sa fille le nom de Pavie. Ouais, il faut dire que Linda Parenteau, quand tu parles de ses clients,
Oui, c'était une danseuse dans un club de bas étage. Qui faisait des extras. Oui, qui faisait des extras, etc. Et qui avait connu Alexandre dans sa jeunesse. Dans le terme biblique du sens. Oui, dans tous les termes du sens, à l'époque où Alexandre était jeune, au Collège militaire de Saint-Jean, etc. Et elle a eu un enfant d'Alexandre, mais lui ne le savait pas. C'est-à-dire qu'il le soupçonnait. Il y a eu des allusions à un moment donné. À la fin de La tendresse du serpent, il y a une rencontre entre Linda Parenteau et Alexandre qui est un peu nébuleuse, où elle lui laisse entendre que Pavie pourrait être sa fille. Et ça reste là. J'avais entrouvert une petite porte dans ce roman-là, me disant, mais ça peut être quelque chose, ou un personnage qui peut devenir intéressant. Je n'avais pas prévu la bataille de Pavie à ce moment-là, mais effectivement, je suis allé rechercher tout ça. Et alors là, maintenant, c'est ça, c'est la bataille. À la fois, il y a deux intrigues. Ouais, alors, raconte-nous un peu, sans révéler les punchs, mais raconte-nous un peu... Je ne raconterai pas la fin. L'histoire de ce volume, moi, que j'ai dévoré en 3 avant-midi. Merci. Bon, il y a 2 choses. Au départ, on retrouve un Alexandre qui est fragilisé. Dès le premier chapitre, il est seul. C'est le seul roman où Chrysantine apparaît qu'en petit, en toile de fond ou que quelques signes, mais elle n'est vraiment pas dans alors, Chrysantine, il faut dire que c'est la blonde, sa blonde qu'on officielle. retrouvait, qui suivait Alexandre dans les 4 premiers romans. Elle n'est pas présente véritablement dans le 5e. Donc, il est seul. Il est malade. Dès le premier chapitre, il y a une rencontre avec son médecin, puis ça annonce mal. Donc, on le retrouve abattu. Il a l'impression que toutes les femmes de sa vie sont mortes. Il est dans une espèce d'angoisse. Il boit comme un trou. Il ne mène pas une vie... J'ai pris une note ici en disant « Sérieux penchant pour la bouteille ». Oui, sérieux penchant. D'ailleurs, la couverture l'annonce déjà. Oui. Alors... Il est dans cette situation-là. Je voulais le mettre en situation de fragilité et de vulnérabilité parce que jusque-là, dans les 4 premiers romans, j'aimais Alexandre, les lecteurs aimaient Alexandre. Oui, mais il est mystérieux. Il était mystérieux puis toujours un peu superficiel. On le voyait agir, mais on n'entrait pas à l'intérieur du personnage. Très, très peu. On connaissait quelques éléments de son passé, mais on n'entrait pas véritablement à l'intérieur du personnage. Et là, en le mettant seul, fragile, malade, alcoolique, etc. Et, je dirais pas tout. Ça le mettait en état de fragilité. Et là, ça présente coup sur coup 2 choses. Il y a d'abord un restaurateur italien qui vient lui offrir d'aller faire évaluer et de vendre des esquisses anciennes que lui a eu de son père qui a immigré au Canada après la guerre de 39-45. Oui, c'est un peu nébuleux. Oui, un peu, la provenance des esquisses est un peu nébuleuse, mais lui voudrait que ce soit revendu en Italie, c'est de là qu'elles étaient parties, etc. Donc, il lui a fait un contrat alléchant pour faire cette tâche-là. Sur l'entrefaite, au moment où il hésite encore, Linda Parenteau, dont on vient de parler, qui est une ancienne maîtresse et qui est maintenant emprisonnée à la prison de Joliette, Linda Parenteau le fait venir et lui dit « Ma fille Pavie est en danger, je voudrais que tu la retrouves et là, que tu la sauves. » c'est ta fille. Et elle lui dit aussi « Pavie, c'est également là, cette fois-là, c'est plus rien qu'en allusion, c'est clair, direct. C'est sa fille. » Donc, voilà les deux intrigues parallèles qu'on va avoir. On va réaliser que dans le fond, ça se rejoint. Donc, et qui vont l'amener en Italie, à Rome, à Palerme, etc. Donc, qui vont à la recherche de cette bataille, de cette Pavie. Et tout ça. Qu'il n'a jamais rencontré. Qu'il n'a jamais vu. Elle le sait qui est son père parce que sa mère lui a dit, mais elle ne l'a jamais directement rencontré non plus. Donc, a priori, ça ne sera pas une rencontre tu sais, ah, papa, etc. Là, tout à fait. Oui, on n'est pas dans les douces retrouvailles familiales. Parce qu'il faut... Une chose qu'on n'a pas dite jusqu'ici, c'est que Pavie, c'est une tueuse professionnelle. Une artiste du Oui, une artiste
du couteau à cran d'arrêt. Et donc, c'est une tueuse. Donc, c'est pas vraiment une personne, la jeune fille de bonne famille, hautement recommandable pour ses fréquentations et Pas tout tout ça. à fait. Hein? Non, pas tout à fait. Donc, le rapport, le contact entre ces deux êtres-là ne sera pas nécessairement simple. Mais, quand même, il va en sortir Oui, quelque chose. On sent un lien. Oui, il y a un lien. Elle ressemble un peu à son père par bout de temps, puis à sa mère aussi. Tu sais, Oui. il y a quand même... La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. l'arbre, Hein? voilà. Ah. Mais André, tu m'avais déjà dit, et tu t'avais, notamment lors de l'apparition de ton 4e volume de Pierre et de sang, qui raconte une histoire qui est, disons, les vols, ou en tout cas, tout ce qui concerne les diamants. Voilà, l'industrie diamantaire. L'industrie diamantaire. Or, en Europe, en Anvers, en Belgique, ouais. C'est un lieu renommé mondialement. Oui, c'est la table tournante. Si tu veux. Tu es allé sur place. Oui. Parce que de Pierre et de sang, bon, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le nord du Québec. Dans le nord du territoire du Nord-Ouest, ça commence au nord de Yellowknife. Et ensuite, Montréal. Qui se déroule également à Anvers. Ouais. Et moi, pour y avoir été, en lisant ton livre, je disais, ah ben oui, je suis passé là. Et tu m'avais dit, oui, moi, je vais voir sur place. Oui. Bon. Est-ce que tu as fait la même chose? Est-ce que tu t'es rendu, bon, Nice, Rome, Palerme, Marseille, grâce de Montréal? Nice et Marseille, je les connaissais déjà assez bien parce que j'ai vécu un an, j'ai étudié un an à Aix-en-Provence. D'ailleurs, il y a une scène à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau. Donc, ce coin-là, je le connaissais déjà, puis j'y suis retourné par la suite et tout ça. Rome, j'étais déjà allé, mais ça faisait longtemps. Palerme, je ne connaissais absolument pas. Alors, je suis allé à Palerme. J'ai passé 8 jours à faire le trajet. Ça, c'est le côté difficile de l'auteur, ça, hein? Non, ça, c'est un des côtés les plus agréables du travail d'auteur. Bon, j'avais une bourse du Conseil des arts du Canada, ça aide quand même, là, et je les en remercie. Donc, je suis allé à Palerme. Il y avait déjà des chapitres se déroulant à Palerme qui avaient été écrits, mais là, j'ai refait les trajets avec l'appareil photo et suivant tout ça. J'ai fait un peu la même chose à Rome pour les lieux qui se déroulent à Rome. J'ai eu la chance aussi de rencontrer à Rome un éminent juriste, grâce à l'ambassade du Canada qui m'avait aménagé un rendez-vous avec ce monsieur, le professeur Gamberini, le docteur Gamberini, alors, et qui m'a donné 1 heure pour m'expliquer le fonctionnement de la police italienne, pour m'expliquer, bon, entre autres, qu'est-ce qu'on fait dans des cas d'œuvres d'art douteuses, volées, comme etc. c'est le cas dans ton volume. Comme c'est le cas dans le volume. Donc, je suis allé chercher de l'information. Ça, c'est un de mes dadas. J'aime ça parce que la vraisemblance, c'est le cœur du polar. C'est ça. C'est vraiment. Alors, il y a beaucoup de... Bon, on sait que c'est une histoire. Ben oui. Ça reste une histoire. C'est une fiction. Mais c'est vraisemblable. Je te soupçonne, à un moment donné, quand le père et la fille se rencontrent pour la première fois, puis que tu nous détailles le parcours de Jobin pour aller rejoindre justement Pavie, puis qui est suivi, pauvre gars qui le suit, il va avoir affaire à la professionnelle du couteau. Mais je me suis dit, tiens, je suis certain qu'André, il a passé exactement où? Est-ce que j'ai raison? Tu as raison. L'hôtel Savelli, qui est l'hôtel où Pavie demeure, je n'y suis pas demeuré parce que c'était hors de prix pour moi, mais cet hôtel-là existe. Le petit bar où il y a beaucoup de choses qui se passent, j'y ai pris des bières, là, assis. Et les trajets, je dis pas, il peut y avoir des petits trajets dans les ruelles du bas, là, où je suis pas... mais j'ai arpenté le Trastevere, qui est ce quartier de Rome, l'autre côté du Tibre. Oui. J'ai arpenté ce quartier-là aussi pour prendre mes repères. La place Belli, par exemple, où à un moment donné, ils se donnent rendez-vous là, avant de partir en auto, etc. Ça, je suis allé à ces endroits-là. Donc, oui, parce que on a beau avoir Google Earth aujourd'hui, Google Maps et puis un paquet de choses comme ça. Il y a quelque part où
c'est le fun, quand on veut donner vie à un roman, d'avoir les odeurs, d'avoir les bruits, d'avoir l'atmosphère, d'avoir un peu tout ce qu'il y a autour de l'image fixe ou mobile là, de Google. Je me sers de Google. Je m'en suis servi pour Marseille, je m'en suis servi pour Nice, parce que je ne me rappelais pas de tout. Mais quand les lieux qui sont vraiment importants dans le roman, j'aime bien m'y rendre. Donc, il faut dire que Pavie, on a dit que c'était pas une sainte, loin de là. Elle se cache, elle se terre. Et là, elle est à Palerme, et comme étudiante à l'université. Tu m'as dit que tu avais arpenté... Oui, j'ai ce chapitre en particulier, là, qui est le prologue du roman. Dès qu'on ouvre, elle sort du secrétariat de l'université, elle se sent suivie et tout ça. Alors, je suis allé à l'université de Palerme, j'ai pris une trentaine de photos, je suis même allé à la faculté d'art et de lettres. Où elle étudiait. Où elle suivait des cours de civilisation. Et ensuite, j'ai fait tout le trajet qu'elle fait pour se rendre chez elle avec l'appareil photo pour presque, tu sais, de 100 mètres ou de 200 mètres en 200 mètres, aller chercher comme ça, puis vraiment voir les choses, tu sais, Alors ça, je l'ai fait, puis c'est ça, c'est que j'aime beaucoup aller sur les lieux, mais il y a toujours un danger. Il faut faire attention, quand on fait un roman, de ne pas virer, tourner ça au reportage du National Geographic ou de tomber, si tu veux, dans le guide touristique. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, il y a des endroits que j'ai adorés de Palerme, et bon, il y a tout un parc en front de mer, etc. J'en parle pas dans le roman. Il y a la plage de Mondello. Je dis à un moment donné qu'il y a quelques... Tu sais, Pavie a rencontré le jeune homme Enver et puis ils sont allés à la plage, c'est tout. Tu sais, il ne s'agit pas de plaquer et à coup arriver avec 2 pages sur le front de mer de Palerme, sur les montagnes entourant la ville, etc. Ça serait intéressant de le faire. Tu ne gardes que ce qui est pertinent pour ton intrigue. Et qui s'en va justement dans la vraisemblance. Oui, dans la vraisemblance, puis qui donne du caractère au personnage. Par exemple, les catacombes des Cappuccini. C'est un lieu... Ça existe. Oh, oui, ça existe. On a fait catacombes Cappuccini sur Google Images, là. Vous allez tous les voir. Vous allez même voir la petite fille que je décris, etc. Oui, mais ça d'accord, un touriste va voir ça. Mais là, pourquoi il y va? Il y va parce que c'est un lieu que Pavie fréquentait, que tous les gens qui interrogent, les amis de Pavie disent « Ah, elle adorait aller là, elle a rencontré telle personne-là. » Bon, vous voyez, ça reflète des choses du caractère de Pavie. Et moi, tu m'as orienté dans une mauvaise piste parce que je me suis dit, c'est pas pour rien qu'elle va là. Et j'ai essayé de trouver des raisons, puis là, je me disais, bon, elle se cache, elle a quelque chose à cacher aussi. Elle a peut-être caché... J'ai pensé elle a ça, peut-être caché mais quelque finalement, bon... Non, comme on dit ailleurs que... Je sais pas, il y a Claudia Olmi, qui est un autre personnage de Palerme, qui dit qu'elle avait rencontré Pavie devant une fresque dans un musée qui représente la mort, qui représente la peste. Bon, ces petits éléments-là, je les mets là pour montrer que le personnage de Pavie est un personnage qui est fasciné par la mort, qui est fasciné parce que c'est généralement, tu sais, tout le monde va dire « Ah, tu vas pas au Cappuccini, tu sais, c'est une horreur, va pas là. » Si tu as à visiter, va visiter le château des Normands ou visiter la cathédrale, va visiter les belles choses de Palerme. Non, elle est fascinée par la mort, puis un peu Alexandre aussi. Donc, ça vient ajouter un élément à ce thème-là qui est un thème central du roman. On parle bien sûr de la bataille de Pavie. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que ton volume, il est complet en lui-même. Moi, j'ai eu le plaisir de lire les 4 autres. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à lire, il y a des noms qui me sont familiers. Ben oui. Et il y a des caractères, à un moment donné, que tu n'expliques pas nécessairement. Je te donne l'exemple du fameux lieutenant, Lucien Latendresse, lieutenant de police à Montréal. Oui, du SPVM. Bon. Ils ont une complicité avec le major Jobin
Mais on peut dire que le major Jobin, il en passe entre les dents. Hein? Oui, il y en a Et toujours l'autre, il n'est pas passé. fou, il le sait. Mais quand il le contacte, là, puis il dit « Ah, t'es pas en prison, c'est donc de valeur », tu sais, tu te dis, il est donc bien cynique. Mais quand tu as lu les 4 autres, tu comprends que ça fait que la tendresse, il l'accueille comme ça. Ça n'enlève rien à celui qui ne connaît pas l'histoire entre les deux. Mais moi, ça m'en a donné, par exemple. Oui. Ben, moi, le principe... Parler de Crisanti, là, c'est la même chose, hein? Oui, oui. Moi, c'est une série, mais ce n'est pas une suite. Ça, c'est important. C'est la différence. C'est très, très important. Parce que, théoriquement, puis je pense que c'est plutôt réussi, chaque roman peut se lire individuellement, dans l'ordre ou dans le désordre. Oui. Mais, comme tu dis, il est clair que quelqu'un qui a lu les 4 premiers, ou même qui en a lu 2 avant, va mieux comprendre des fois les rapports entre 2 des personnages ou des choses comme ça. Et parce que c'est clair qu'en travaillant avec un héros récurrent, on travaille avec un univers récurrent. C'est-à-dire que ce héros a ses amis, a ses contacts, a ses... Son restaurateur, ben oui, son Théo médecin, Lambriné, Saint-Amand, le médecin, Raphaël Saint-Amand. D'ailleurs, Saint-Amand, il ne va pas avec le dos de la cuillère quand il le reçoit pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Puis, moi, ça ne m'a pas surpris. Je me suis dit, ben oui, ils se connaissent, ils ont été à l'école ensemble. C'est pas nécessairement écrit d'une façon explicite dans celui-là, mais moi, je le sais. Mais je te dirais que mon éditrice, à un moment donné, à la première lecture, me dit, il faudrait que tu rajoutes une phrase ou 2 pour montrer cette complicité-là. Ah, oui, OK. Pour que le lecteur qui commence avec la bataille de Pavie comprenne, tu sais, c'est quand même des rapports assez raides entre un médecin et son patient. Oui. Comment ça qu'ils réagissent comme ça, etc. Donc, une phrase ou 2 vient englober. Il suffit de rajouter, mais c'est pas parce qu'on a été à l'école ensemble pendant 10 ans que t'es pas oublié. Bon, tu sais, tu viens de placer ton information. Ils ont été à l'école ensemble pendant 10 ans. Voilà. On comprend dès lors que le rapport qu'il y a entre ces 2 personnages-là est un rapport peut-être plus direct que le rapport normal d'un patient avec son médecin. Oui. Mais l'univers reste là et c'est clair qu'en travaillant avec un personnage récurrent, on est un peu, moi je dirais pris, mais joyeusement pris avec l'ensemble de l'univers qu'il y a autour de lui. Oui. Thomas Fett aussi, là, qui revient. Qui revient. Lui, c'était dans le... Ah, il est partout. Dès les lions, il apparaît pour la première fois dans les lions rampants. Oui, c'est vrai. C'est même presque le Mitch. Ça, c'est un petit pégreux de Montréal. Oui. Ben, c'est un chef le chef d'un club de motards important. Donc, Monfette est là. Il y a des romans où Monfette a un rôle plus petit, mais il réapparaît périodiquement. Parce que c'est important. Moi, je me dis, on pourrait arriver à la fin d'un roman puis faire disparaître tous les méchants, tu sais. Faire un nettoyage, tu sais, puis maintenant... On commence à neuf. Oui, l'univers va bien, on a tué tous les méchants, ne reste que les bons. Oui, mais sauf que la fois d'après, tu es obligé de recréer un univers au complet, tandis que là, tu laisses un certain nombre de survivants quand même. Oui. André, il nous reste seulement 3 minutes. Hein? On avait dit qu'on aurait peut-être passé d'une demi-heure. Est-ce qu'il y a un 6e qui est déjà en chantier? Il y a un 6e qui est en chantier. Il y a même quelques pages décrites, mais je travaille présentement sur les plans. Moi, je suis très méthodique. Je travaille avec des tu plans. Nous as expliqué ça lors d'une conférence à un moment donné. Alors, je travaille sur les plans. Tout n'est pas à point, puis les choses changent très, très vite. Il y a des affaires qui devaient se passer à tel endroit qui ne se passent plus au même endroit. Est-ce que ça va mettre encore en évidence Alexandre Jobin? Oui. Ah oui, OK. Le 6e est un Alexandre. Peut-être j'ose te demander aussi, parce que la porte est très ouverte dans ce roman-là. Pavie, le père et la fille, là, ils prennent chacun leur chemin. Oui. La porte est grande ouverte. Est-ce que Pavie va réapparaître dans le décor? Sans doute, peut-être, mais pas avec le rôle central, comme dans ce roman-là. Mais ça va rester, elle aussi, un personnage récurrent. Bon, peut-être qu'un jour elle mourra, mais pour l'instant, elle reste dans l'arrière-fond, dans le paysage. Ah ben. En tout cas, André, je te dis, tu nous fais passer du bon temps. Moi, j'ai lu tes 5 romans et je les recommande sans aucune réserve. Et justement, je prends la dernière minute qui nous reste, là. On est à la mi-novembre. Si vous cherchez un cadeau à donner, là, aux fêtes,
Ben, allez à la librairie L'Écuyer. D'ailleurs, tu as fait une séance de signature le samedi, le 7, le 7 novembre. Et allez, vous allez voir à la librairie L'Écuyer, Sophie va se faire un plaisir là, de vous en trouver des exemplaires. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous allez commencer à le lire, prévoyez-vous du temps parce qu'on n'est plus capable d'arrêter de le lire. En tout cas, André, merci. Bravo, félicitations. Et continue, c'est très intéressant. Oui, j'ai le ferme propos, comme on disait autrefois. De recommencer. Oui, de recommencer. De recommencer. Alors vous, chers amis, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.